Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère, on va se régaler ensemble. Dans ce podcast riche de passion, j'ai à cœur de recevoir des personnalités dont la démarche a du sens dans la foodosphère, pour qui le savoir-faire est un angle essentiel pour construire et avancer. Dans cet épisode, numéro 16, je suis ravie de recevoir au micro Bruno Cassan, président chez Maison Andrézy, un fabricant de confitures premium depuis 1952 en Île-de-France, PME familiale depuis 3 générations. Bonjour Bruno. Bonjour. Géraldine Bigiot, fondatrice de Diane et Suzette, un cabinet de conseil en marketing. Bonjour Géraldine. Bonjour. Et Guillaume Caffin, cofondateur de la marque Les Deux Gourmands, une biscuiterie et une mielerie engagée dans une alimentation durable et vertueuse. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Géraldine, on va commencer par toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de Diane et Suzette ? J'ai été très intriguée par ces 2 prénoms déjà. Ah, pourquoi ? La genèse du... Tu veux dire le nom de la genèse du l'histoire. nom et du... Ouais, ok. Alors, la genèse du projet, déjà. Alors moi, je pense que ça fait longtemps que j'ai envie de monter une boîte. Sauf que je pense que j'avais besoin d'être sûre d'avoir une expertise à vendre, en fait, avant de me dire... Et d'avoir vraiment vu ce que c'était que de monter un business. Moi, je suis dans le business de faire du business. Enfin, c'est vraiment... Donc, je voulais être sûre d'être bien à l'aise avec ce que j'ai à proposer. J'ai 15 ans d'expérience, en fait, dans différentes boîtes en marketing. Et dans des boîtes qui ont des tailles extrêmement différentes. Donc, j'ai fait des très, très grosses boîtes et des très, très petites boîtes. Et j'ai fait des boîtes comme Amazon ou Microsoft. C'est les petites boîtes, on est d'accord. Ça, c'est les plus petites. C'était les PME du coin. Et, qui n'ont pas percé. Qui n'ont pas réussi. T'as pas réussi à les sauver, quoi. Pas marché, non. J'ai fait aussi dans des secteurs hyper différents. Donc, dans la culture, moi, j'ai été directrice marketing digital chez Albin Michel. Donc, j'ai fait des secteurs hyper différents. Et j'ai eu la chance aussi d'arriver dans des boîtes à des moments où ce que je faisais était assez critique pour eux à ce moment-là. Par exemple, chez Albin Michel, je suis arrivée à un moment où ils ont été chercher un profil comme le mien, qui était un profil qui venait d'Amazon à ce moment-là. Et c'était pas pour rien, dans un milieu un peu tratra, enfin disons-le, et assez à la bourre en fait, sur tout ce qui était digital. Ils ont voulu digitaliser, ils ont été me chercher moi. Amazon, moi j'étais sur Kindle, c'était quelques années après le lancement de Kindle, ils avaient en fait réussi à caser du Kindle chez tout le monde et ils étaient en train de se dire comment on fait maintenant pour fidéliser les gens, parce que si tout le monde a casé son petit Kindle, si personne s'en sert, en fait, ça n'a pas de sens. On a vendu un produit dont les gens ne se servent pas. D'un point de vue consommateur, c'est pas une bonne expérience. Donc, on va travailler la fidélisation. Donc, en fait, moi, j'étais vraiment à des postes clés sur des boîtes qui avaient décidé de se dire, maintenant, ce focus-là, comment on fait ? Bref, donc j'ai vu énormément de choses et de manière assez profonde. Et donc, au bout de 15 ans, je me suis dit, moi, je suis un peu un caméléon. J'ai fait énormément de secteurs différents, dans des boîtes très, très différentes aussi. Et je me suis dit, en fait, je peux bosser n'importe où. Je pense que c'est plus facile d'apprendre un secteur que d'apprendre un métier. Mon métier, je le connais par cœur. Et il est temps. Et j'ai voulu monter un projet dans un secteur qui, moi, me tenait à cœur. Donc c'est comme ça que je me suis dit, je vais partir dans la food. Des profils comme le mien sur le marché, il n'y en a pas des masses. Et je me dis, j'ai envie que cette expérience-là, que cette expertise-là, elle soit mise au profit de gens qui font des choses qui, moi, ont un sens et me tiennent à cœur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à partir dans cet entrepreneuriat, dans ce projet entrepreneurial. Et alors, pourquoi Diane et Suzette ? Je vais être plus courte sur le sujet. C'est intéressant. Pourquoi Diane et Suzette ? Pour différentes choses. Du coup, je voulais quelque chose qui
transpire un peu la food. Donc, la sauce, c'est quelque chose d'emblématique de la cuisine française. Donc, je voulais des noms de sauces. La sauce Diane, enfin, le steak Diane, c'est une sauce flambée. Et les crêpes Suzette, c'est une salée, une sucrée. Ah, j'aurais jamais pensé ça. Et les deux flambées, parce qu'on fait flamber votre présence en ligne. Ah, canon. Moi, j'étais plus sur des noms de grand-mère. Je m'étais dit, c'est peut-être tes deux grand-mères que tu célèbres, un peu façon Madeleine de Proust, non ? Non, pas du tout. C'était vraiment c'était ça. Et en plus, le fait que ce soit des noms de femmes, ça avait un écho pour moi. C'est vrai que moi, j'ai une démarche assez engagée au niveau du féminisme et de l'égalité homme-femme. Et j'avais envie que ça transparaisse aussi dans le nom. C'est vrai que aussi, c'est un sujet qui m'intéressait au niveau de la food. C'est un sujet que j'ai pas mal étudié, de voir que y a quand même, dans la food comme dans tout le reste de la société, soyons clairs, c'est pas spécifique à la food. Mais voilà, il y a un défaut de visibilité des femmes dans ce milieu-là. Et moi, ce que je fais, ça peut aider les femmes à émerger plus, à être plus visibles, à avoir plus d'étoiles, à avoir plus de reconnaissance. D'ailleurs, j'ai reçu ici la présidente d'une association qui s'appelle la Table des Dames et qui œuvre là aussi pour plus de visibilité pour les femmes dans ce métier-là. Ouais, ça commence à émerger un petit peu. Ouais, ça, depuis après, tout marche pas forcément, tu vois. Moi, je sais que j'avais contacté à un moment donné une association qui s'appelle Respecte ta cuisine parce que je voulais militer en fait chez eux. Enfin, militer, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais m'engager, voilà. Et quand je les ai contactés, en fait, pourtant, ils avaient le chef Éric Guérin derrière eux, ils avaient Santiago Guerrero aussi avec eux. Enfin, ils avaient des chefs qui étaient quand même, qui ont pignon sur eux, enfin, qui sont connus. Et en fait, ils n'avaient pas réussi à avoir les fonds nécessaires et ils étaient en train de mettre la clé sous la porte, quoi. Ok, merci. Alors, Guillaume, le premier gourmand. Alors, tu es seul parce que vous êtes deux, normalement. Oui, il nous arrive de nous dissocier. De vous dissocier. Alors, comment le bien manger a-t-il motivé votre projet ? Je crois, j'ai vu 2012, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, ça se voit pas, mais j'ai 10 ans. Et le bien manger, en fait, pour nous, si je résume, c'est le local. Et c'est le point de départ de notre projet. Donc, on est une biscuiterie et une mielerie. On est un peu plus d'une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui. Mais à l'origine, nous étions deux, Louis et moi-même, deux amis. Et on avait envie d'avoir un projet qui ait du sens. Donc, du sens pour nous, c'est le local. Le local, c'est le bien manger. Pourquoi ? Alors, je dirais c'est l'excellence de la gastronomie française, c'est la sécurité alimentaire française, c'est ce qui nous est proche. On a confiance, c'est tout un tas de choses. En fait, c'est un écosystème qui nous va bien et nous va mieux quand on parle d'alimentation. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. Après, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. Je suis moi-même agriculteur, on pourrait parler de ça. Alors, tout jeune, agriculteur depuis 1 an et demi. Mais on a, dans notre démarche, les deux gourmands, un lien très fort avec nos terroirs locaux et aussi en raison de cela. Voilà, moi, ça m'a toujours fasciné de savoir comment poussait un blé et puis que ces grains, on puisse en faire de la farine, des biscuits. Voilà, c'est ça qui moi, m'anime. Génial. Voilà, c'est ça le point de départ. Donc toi, tu essayes de maîtriser toute la chaîne, en fait, c'est ça ? Alors oui, parfois à mes dépens, parce que c'est difficile de tout faire, de tout bien faire. Ouais. Mais d'abord, le point de départ, c'était de comprendre, en fait. La curiosité. Voilà, la curiosité. Et puis, j'ai toujours été inspiré par les faiseurs, quoi, ceux qui mettent la main à la pâte. Et voilà, et puis c'est la meilleure façon de bien revisiter les produits qu'on propose. Nous, on fait du biscuit. Si je maîtrise ce que je fais, si j'ai un savoir-faire, pour moi, ça me semble plus facile d'aller chercher l'excellence, quoi. Quel type de biscuits ? Alors, tu peux nous donner des exemples ? Oui, et donc on fabrique des biscuits sucrés. On a commencé avec ça. Donc, en faisant redécouvrir nos terroirs locaux. Alors, tu as des biscuits coquelicots de Nemours, miel du Gâtinais, on va en reparler, mais c'est notre miel. Chocolat d'Ardricourt, puisque alors c'est issu du cacao, évidemment, c'est du chocolat, mais confectionné à Ardricourt. Puis tout un tas d'autres références. On a lancé des biscuits apéritifs quelques années après nos débuts. Et puis, on a une gamme de miel et plein d'autres pâtisseries, type cookies, pain d'épices. Enfin bref, on fait plein de choses, voilà. Plein de choses. Point de départ, il faut que ce soit gourmand, évidemment. Gourmand et bien fait. Merci. Voilà. Alors, vu qu'on est dans la gourmandise sucrée, Bruno, donc toi, tu gères une confiturerie. Oui. Comment tu te fournis pour les produits ? Pour les fruits, notamment ?
Quand on source, on va aller chercher, comme le disait un peu Guillaume aussi, des bons produits. On a majoritairement finalement des fruits que nous achetons en France, dans les différents bassins de production, que ça peut être effectivement la fraise du Périgord, la fraise du Sud-Ouest, on a de l'abricot du Roussillon, de l'abricot de Provence, enfin voilà, on peut avoir pas mal de choses, la rhubarbe du Pas-de-Calais, on a proche de chez nous, on a du cassis, et on peut trouver également de la mûre aussi en Île-de-France. Donc on se fournit majoritairement en fait en France sur des terroirs où on a vraiment des origines bien spécifiques, notamment pour nos clients, puisqu'on travaille beaucoup avec la grande distribution sur des marques terroirs, donc des marques comme Refait de France, U-Saveur ou autres, qui nous demandent justement des produits avec un cahier des charges de qualité. Et ensuite, on peut également aussi acheter en Europe des produits avec des fraises assez spécifiques aussi, qui n'est pas forcément une fraise qui a une forme comme celle qu'on peut connaître sur nos étals, mais qui est très rouge, très parfumée, qui a un bon goût pour la confiture et qui se tient bien également, puisque c'est aussi l'avantage d'avoir un produit sur la confiture. On utilise des bons fruits pour faire une bonne confiture et donc on peut acheter un peu partout effectivement ces fruits. Après, comme l'expliquait aussi Guillaume, on a cette volonté de pouvoir sourcer au plus proche. Maintenant, on n'a pas forcément la capacité à trouver les quantités nécessaires pour faire des produits où on va faire un certain volume. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Il faut quand même remettre un peu l'histoire de notre confiturerie. Elle est située en Île-de-France et c'est vrai que là où on est situé, avec Orgeval, la plaine de Versailles, etc., il y avait quand même beaucoup de vergers et de la taille où on était effectivement très petit, on achetait beaucoup nos fruits en local. Et puis plus on a grandi et plus finalement on a eu besoin de s'élargir pour aller chercher justement des fruits un peu partout parce que l'agriculture finalement en Île-de-France est assez compliquée pour fournir finalement une entreprise qui fait de l'industrie comme nous on peut faire avec un volume nécessaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas la capacité nous à travailler du fruit frais, ce qui est très compliqué parce qu'il faut vraiment traiter toute la partie amont, les végétaux, les couper, etc. Et il n'y a pas forcément de première transformation en Île-de-France, ce qui est d'ailleurs assez compliqué parce qu'on est obligé d'aller un peu plus loin. Alors après voilà, on a envie dans notre démarche RSE effectivement d'être beaucoup plus proche parce que plus on est proche, moins il y a de kilomètres, moins on a effectivement de transport, et surtout on arrive à valoriser quelque chose en circuit court pour notre clientèle parisienne. Et du coup, la production, c'est combien par jour ? Oh là là, on fait 10 tonnes par jour. Donc c'est quand même assez impressionnant parce qu'on fait beaucoup de choses. On fait ça. L'usine est grande. L'usine fait 7500 m², donc oui, elle est grande. On a 3 chaînes de fabrication et on produit dans des chaudrons en cuivre encore qui vont faire à peu près entre 150 et 180 kg de confiture à chaque cuisson. Mais on en fait beaucoup. Donc on a une répétabilité et puis un savoir-faire qui permet justement de faire des petites cuissons avec des petits volumes. Certes, beaucoup plus gros qu'un artisan, mais beaucoup plus petit qu'un industriel d'une taille importante. Ok, merci. Géraldine, je reviens à toi. Explique-nous en quoi une stratégie marketing très architecturée et méthodique permet de générer de la croissance, notamment pour les métiers de la restauration. En fait, si tu repars déjà à la définition du mot marketing, qu'est-ce que ça veut dire marketing ? Market, c'est le marché, et donc marketing, c'est l'action d'amener un marché. Donc c'est l'action d'amener un produit vers son marché. Donc en fait, la croissance, en soi, c'est dans la définition même du mot. C'est-à-dire que voilà, c'est dans l'essence du métier que de faire matcher en fait un produit avec un marché. En ça, le marketing, c'est plus proche du commercial que de la communication. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui font les deux te précisent qu'ils font du marketing et de la communication. Parce que c'est pas le même métier. C'est cloisonné. Oui. Le marketing est un peu à mi-chemin entre le commercial et la communication. C'est-à-dire que tout s'imbrique au final, mais on ne fait pas tout à fait la même chose. Et en fait, si tu veux partir avec une stratégie marketing qui est structurée, c'est un peu versus pas en avoir. C'est un peu la différence qu'il y a de partir avec un laser et de jeter des balles en l'air en espérant que ça retombe du bon côté de la ligne, quoi. C'est rassurant de jeter plein de balles parce que tu as l'impression que tu fais plein de trucs. J'aime cette image. Mais dire j'ai fait plein de trucs, j'ai lancé plein de balles et mais en fait il y en a peut-être que 20% qui vont tomber là où ça t'intéresse, ou là où toi ça te fait de la croissance, ou là où toi ça te fait du business. Tu parles beaucoup du rapport avec le client en fait, là c'est ça. Ouais. Mais c'est ça l'essence du métier, c'est d'aller chercher les clients. Donc c'est eux qui nous donnent les sous-sous. Bah oui, dans la poche. Donc en fait c'est ça. En fait l'idée d'avoir une stratégie marketing, c'est
architecturé, c'est de savoir qui tu es précisément, ce que tu as à proposer, qui sont tes clients, où ils se trouvent et comment toi, tu leur parles de la manière la plus impactante possible. C'est de savoir quels sont les problèmes de tes clients et toi, comment tu les résous et comment tu leur expliques comment tu les résous. C'est vraiment ça, c'est l'impact. C'est comment tu es le plus efficace possible dans la manière que tu as de t'adresser aux bonnes personnes et de savoir les identifier et comment les trouver. Et toi, du coup, ce que tu proposes à tes clients, c'est un système de package, de forfait. Tu fais au plus juste, j'imagine. C'est des choses sur mesure. En général, alors j'ai un petit peu évolué dans ma manière, au fil du temps, en fait, dans ma manière dans ce que j'avais à proposer. Il y a du package parce que il y a des choses. En fait, tu te retrouves à avoir des gens qui ont des besoins qui sont similaires, donc tu finis par packager un petit peu ton offre parce qu'en fait, quelqu'un qui te dit, moi, je veux que tu me gères mon compte Instagram, si c'est ça la demande, tout le monde a un peu le même besoin. Et après, la question, c'est de savoir, quelle direction ? Quelle direction, mais en fait, précisément de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de 2, 3, 4, 5 posts par semaine ? Enfin, c'est plutôt une question de quantité. Mais sinon, non. Sinon, en général, chacun, je fais un peu dans la dentelle. Je fais au plus juste en fonction parce que tu peux en fait ce qu'on appelle un one size fits all. Oula, attends, tu peux nous redire s'il te plaît ? J'ai l'impression qu'on n'est pas très anglophone. C'est le costume à taille unique. C'est ça, c'est le prêt-à-porter. C'est compliqué quand tu te retrouves face à des... En fait, la food, c'est quand même hyper large. Tu as des métiers qui sont quand même très différents. Tu as des ressources qui sont très différentes. Tu as des budgets qui sont hyper différents. Ça, c'est vrai. Tu as des degrés de maturité, en fait, de tes clients aussi qui sont très différents. Quelqu'un qui se lance n'a pas du tout les mêmes besoins que quelqu'un qui est déjà mature, en fait. Quelqu'un qui se lance va être vraiment plus dans l'acquisition de clients. Les autres vont être plus dans la fidélisation. Donc, tu vas pas faire la même chose. Quelqu'un qui a une équipe déjà de 3 personnes pour faire du marketing ou qui a un budget pour prendre 3 freelances pour en faire, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est tout seul et qui a 1 heure par semaine à y consacrer, tu vois. Donc, moi, je vais analyser tout ça, en fait, en amont et faire aussi une stratégie qui sera adaptée aux ressources, aux objectifs et aux besoins de chacun de mes clients et une proposition qui sera en accord avec ça. Et on entend. Oui, alors on a notre 4e invité parce que merci les bouchons. Alors c'est en direct sans être en direct, mais donc on va la recevoir. Et du coup, tu me disais, parce qu'on a déjeuné toutes les deux, et tu me disais que les restaurateurs avaient tendance à avoir du mal à te faire confiance ou en tout cas à te déléguer certaines choses de leur bébé restaurant, quoi. Ah le bébé restaurant. Bah oui, non, mais je pense que... il y a eu... Ouh là là. Alors, on va quand même préciser. Donc, Yves-Lise, vas-y, je t'en prie, installe-toi. Donc, Yves-Lise, je la présente. Elle est cofondatrice du concept Opadalia. Elle est organisatrice d'événements avec son format une île à domicile. Et vous ne voyez pas, mais elle vient d'arriver avec un petit coffret rempli de rhum. Il est 10h39. C'est ça. Mais j'ai envie de te dire, pas mal. Alors, Yves, installe-toi. Merci, Guillaume. Mais ça, c'est les aléas du direct, j'adore. Bien sûr qu'on ne va pas couper. Mais c'est trop beau, en plus. Là, ma belle, c'est trop beau. Nous sommes très Rome antique. J'adore. Yves, mets le petit... Voilà, le petit casque, le micro, et on s'installe tranquillement. Donc, bonjour Yves-Lise. Bonjour Virginie. Alors, prends bien ton micro, comme nous. Voilà, tu es là, tranquille, dans le studio. Donc, dis-nous, excuse-moi du coup, Géraldine, on t'a coupé. Dis-nous ce que tu nous as apporté. Alors, bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour cette invitation. Désolée pour le petit retard. Pas de problème. Petit grand retard. Voilà, donc je vous ai apporté un petit coffret punch. Enfin, petit coffret. Voilà. Avec parce qu'on est producteur de punch. Donc, c'est Franzi qui les fait. Donc, tout est fait maison. Je vous ai ramené un petit cocktail qui s'appelle le planteur. À ne pas confondre avec le punch. Le punch, lui, a 30 degrés d'alcool. Voilà, donc il se boit vraiment en 2-4 centilitres. Et le planteur qui se boit comme une pina colada, un mojito, voilà, de ce style-là. Génial. Alors, du coup, je vais te poser une petite question. Déjà, est-ce que tu peux nous... 2 à 4 centilitres, on peut en boire plus. Alors, le punch... Tu autorises. Oui, bien sûr. Donc oui, parle-nous d'Opadalia. Pourquoi Opadalia ? Ça vient d'où ? Alors, voilà, donc...
je me présente, tu m'as présenté tout à l'heure, donc merci à toi. Donc, je suis Yvelise et en effet, voilà, je suis organisatrice d'événements. Et quand j'ai rencontré mon mari, Franzi. voilà, donc on s'est unis dans la vie comme dans la vie professionnelle. Voilà, donc on se quitte plus en fait. Et Opadalia, c'est né d'une alliance entre une organisatrice d'événements et un chef. Voilà, Franzi. Et le concept, c'est vraiment Opadalia, c'est un concept où on vous ramène vraiment le soleil, les Antilles. Bon, là, il pleut, hein, mais... Justement, on aurait besoin. Mais le soleil, vraiment, il est dans le cœur. Et c'est vraiment tout un concept qu'on ramène à domicile, aux vins d'honneur, aux mariages, aux anniversaires. Donc, précise, quand tu dis ramener le concept, tu ramènes la paillote, en fait. Oui, voilà, c'est ça qui est exactement. génial. La particularité, c'est qu'on a une paillote, un bar paillote, où tout se déroule. Et là, c'est toute une histoire qui se passe parce qu'on amène vraiment ce côté chaleureux, convivial autour d'un cocktail. Et je précise bien, c'est un cocktail, autour d'un cocktail dînatoire où les gens peuvent échanger. Parce qu'on ne partager. mange pas que du rhum. Non. Ce serait compliqué sinon. Ouais, exactement, voilà. Donc, et c'est vraiment ce côté exotique qui fait que ça reste convivial. Voilà, nous, quand on était petits, on a été bercés. Voilà. Donc, vos origines, à Franzi et à toi, c'est Voilà, moi, c'est de la Guadeloupe et de la Martinique, et Franzi de la Guadeloupe. Ok. Voilà. Et Opadalia, ça veut dire quelque chose? Alors oui, Dahlia, c'est pour la fleur, et l'Opa, c'est le début de la paillote. Voilà. D'accord. Et le Dahlia, faut préciser, parce que moi, c'est un des cocktails que j'adore. Oui. Oui. C'est quoi le mélange du Dahlia? Dahlia, c'est ananas, cranberry, liqueur de pêche, liqueur de framboise, le punch framboise qu'on fait aussi, qu'on ajoute à nos cocktails, et avec les épices. Et le rhum, surtout. Mais c'est ça. Voilà. C'est un cocktail assez sexy. Hein. J'ai vraiment voulu créer... Sexy chocolat. Voilà, exactement. Ok, super. Donc, tu te détends. C'est bon, tu es là, à notre table. On souffle. Et je passe à Bruno. Alors, Bruno, chez qui tu distribues tes produits, essentiellement? Alors, disons que j'ai plusieurs secteurs de distribution. Le premier, on va dire, ça va être avec la grande surface pour pouvoir toucher le plus grand nombre de clients. Hein. Et ensuite, c'est la partie vraiment CHR, donc café, hôtel, restaurant, où là, on va plutôt servir des hôtels pour les buffets, le petit déjeuner et également la restauration. On peut également toucher le secteur du retail, donc tout ce qui va être détaillant, petites boutiques, cavistes, boulangerie, épicerie fine. On fait même également parfois certaines jardineries d'ailleurs, puisque partout où il y a un corner où on peut trouver de l'alimentation finalement, où là les produits peuvent se vendre sans problème, donc on touche toute cette clientèle-là. Et puis on fait également de l'export, hein, puisqu'on fait à peu près 15% de notre chiffre d'affaires à l'export. C'est un secteur de développement important, puisque finalement on peut faire la même chose qu'en France. Bon, bien sûr, il faut le faire avec la culture de chaque pays, avec des distributeurs différents, mais on va aller chercher également plutôt toute la partie hôtelière et également des boutiques, etc. Puisque finalement la gastronomie française est renommée partout dans le monde, et on a toujours finalement à pouvoir proposer à d'autres pays finalement notre culture, notre savoir-faire, etc. Donc on va chercher différents secteurs de la distribution pour pouvoir toucher finalement tous les clients. De la vente par correspondance, avec des sites spécifiques. Enfin voilà, on essaie de vraiment toucher tous les endroits où on va pouvoir consommer aussi de la confiture ou des compotes ou ce genre de choses, parce qu'on peut les consommer en brunch, on peut les consommer sur une planche apéro, on peut les consommer finalement avec un yaourt en dessert, on peut consommer pas mal de produits un peu à tout moment. Donc, Alors j'ai une question un peu technique. Oui. Quelle différence, et je te l'avais posé au salon du vin, quelle différence entre une gelée, une marmelade et une confiture? Alors, si on rentre dans la technique... Un peu de pédagogie, c'est alors, si on rentre dans la technique, et je vais essayer de faire simple, la confiture, c'est un peu ce qui est le plus basique et que tout le monde connaît. C'est un pourcentage de fruits avec un pourcentage de sucre. Donc, c'est quand même quelque chose de très réglementé, puisque c'est une directive européenne qui a, sur le territoire européen, réussi à bien mettre en œuvre ce qu'est une confiture, avec un pourcentage de fruits minimum, un pourcentage de sucre dans le produit fini. Et ensuite, on a des déclinaisons où on va avoir effectivement de la gelée ou de la marmelade. Ça permet
d'avoir des textures un peu différentes. Si on prend une gelée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dense, je vais dire, mais il n'y a pas de morceaux. C'est-à-dire qu'on fait vraiment la préparation avec plutôt du jus ou des purées qui vont permettre justement d'avoir un aspect après lisse et qui va faire cet aspect gelé. On va mettre le même pourcentage de fruits, même pourcentage de sucre qu'une confiture, sauf qu'on va avoir une texture qui va être complètement différente. Quand on prend une marmelade, c'est un pourcentage de fruits quand même assez bas, mais c'est souvent avec des agrumes la plupart du temps. C'est même quasiment que ça. Ça peut être du citron, de pamplemousse, de l'orange, la clémentine, enfin ce genre de choses. Et par contre, il faut qu'il y ait un pourcentage dans cette marmelade de un peu l'albédo, ou tu sais le truc blanc de l'agrume là qui est souvent amer, qu'il faut garder dedans pour avoir cette texture marmelade. Et souvent une marmelade est quand même très sucrée. D'ailleurs, c'est pour ça que les Anglais font beaucoup de choses. Pour contrebalancer du coup le côté un petit peu amer. Oui, et puis surtout, c'est le fait qu'il y ait un pourcentage de fruits minimum qui est de 20% de mémoire, donc qui est vraiment très bas par rapport à ce qu'on peut faire dans une confiture classique. Les Anglais sont très friands de ce genre de choses, mais bon voilà, ça reste encore une fois une texture. Donc ce monde-là permet d'avoir plusieurs types de produits, c'est ça qui est intéressant, et qui permet de répondre finalement à toutes les attentes. Quelqu'un qui voudrait une confiture sans morceaux, bah voilà, c'est possible. Avec des morceaux, c'est possible. Une texture plus liquide, c'est possible. Enfin, on peut faire pas mal de choses sur ce monde de la confiture. Et quel est le goût le plus insolite que vous ayez créé ? Alors le problème, c'est que c'est toujours une question de goût. C'est-à-dire qu'on est 5 autour de la table. Je pense que chacun aura sa confiture insolite ou son produit insolite. Toi, par exemple, pour tes papilles. Il y a des choses qu'on fait. Alors, je ne parlerai pas de mes papilles, mais par contre de quelque chose qu'on peut faire. Par exemple, de la gelée de thé. Souvent, les gens n'ont pas forcément cette habitude de déguster le thé en gelée. Et on peut faire des choses vraiment très très bien avec du thé blanc, du thé noir. Enfin voilà, c'est vraiment très, très sympa. Ça permet de sucrer aussi son thé pour celui qui voudrait ne pas mettre de sucre, mais mettre quelque chose qui tient. Après, sur des confitures insolites, on fait beaucoup de choses avec de la spécialité de rose, de violette, etc. Qui va permettre justement d'avoir plutôt une gelée qui va sublimer une fleur ou quelque chose comme ça. Ou comme le disait tout à l'heure Guillaume sur du coquelicot, effectivement, il y a des possibilités à faire aussi des produits avec des fleurs. Moi, j'ai envie de dire, je suis assez basique, assez classique dans les confitures. L'abricot avec de l'amande, je trouve ça très sympa. Ou du jus de passion, parce que ça renforce l'acidité finalement de l'abricot. Il y a des choses que j'ai amenées, là, de la fraise des bois, par exemple, ou de la fraise Marat des bois, qui vont sublimer avec des petites variétés différentes. Bon, voilà, il y a en fait des tonnes de produits. Et jamais vous vous êtes lancé dans le salé, parce que j'invite prochainement Pauline, donc je fais l'appel aussi, qui font des confitures salées. Ça dépend ce qu'on appelle confiture salée, c'est toujours pareil. Voilà, mais si on parle des chutneys ou fenouil enfin voilà. Oui, alors là on est plutôt dans ce qu'on appellera les confits ou effectivement les chutneys, où c'est plutôt des préparations sucrées salées qui vont permettre de manger avec des plats, plutôt des plats ou des terrines, des choses comme ça, qui va être moins sucré et qui va mieux se marier avec un plat effectivement. Donc oui, il y a des choses qu'on fait comme des préparations pour fromage ou ce genre de choses qui vont permettre justement d'aller chercher un goût supplémentaire quand on va déguster un produit. Et après faire du salé, si après on disait des légumes ou autre, c'est pas trop notre savoir-faire. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure. Aussi, hein. Voilà, on a développé un vrai savoir-faire autour du fruit qu'on maîtrise. Et c'est vrai qu'après, derrière, il y a d'autres produits qu'on peut faire. Et effectivement, salé, oui, les choses à faire. Avec des légumes, je pense que c'est plutôt sympa, oui. Super, merci Bruno. Guillaume, alors tu disais tout à l'heure que l'Île-de-France était composée de plaines agricoles. J'ai vu 75% sur ton site. Donc de terres agricoles et de forêts, effectivement. De terres agricoles. Et donc tu mettais de trésors culinaires. Ça, j'ai beaucoup aimé l'image. Donc qu'aimerais-tu dire là aujourd'hui à ce micro, à tous les gourmands, de consommer local, de les encourager à consommer local? Pourquoi il faut consommer local? Sauf le rhum, hein, évidemment. Alors, bon, c'est une croyance, c'est très personnel. Hein. C'est des mais convictions. moi, je crois que c'est essentiel de consommer local et même français parce que ça fait aussi vivre toute une économie, notre pays. Et je pense c'est très important, donc d'abord d'un point de vue solidarité, en réalité. Et c'est ça un peu qui m'anime. Et puis, on va reconnecter avec notre univers, la food. Mais le local, c'est le partage. Le local, c'est aussi se connecter plus. Le local, donc c'est tout un tas de valeurs qui, pour moi, sont essentielles, donc au même titre que s'alimenter, et qui font qu'à la fin, on vit tous mieux ensemble,
avec nos diversités. Et c'est ça qui me passionne. Donc c'est en rien un discours politique quand je dis... Ça ne résonne pas comme un discours politique. Non, mais pas c'est du tout. bien au contraire, vivre tous mieux ensemble. Alors pourquoi manger local ? Parce que plus on mange local, plus on favorise cela. Parce que si vous achetez plus de produits de chez Bruno ou de chez moi, eh bien on va de cette façon-là pouvoir se développer. Et en se développant, avec nos démarches locales en grande partie, eh bien on fait mieux vivre nos producteurs de la région, nos consommateurs qui sont aussi nos collaborateurs. Voilà. Donc ça me semble, pour moi c'est essentiel, c'est un peu tout notre combat, et c'est pas combat le terme, notre mission. Très bien. Oui, en fait, c'est créer une communauté. Exactement. Voilà. Fédérer peut-être. Fédérer. Alors oui, tu voulais que je le dise parce que c'est aussi ton mot. Mais, Non, mais voilà, moi c'est très si je suis dans important. l'alimentaire, c'est parce qu'effectivement, au-delà d'être essentiel, la bouffe, ça fédère. Bah, bien sûr, tu Et parles ça, de c'est- partage. Je crois qu'il n'y a pas il y a pas de doute. C'est, Ouais, c'est et alors ça essentiel. fédère, et puis avant de fédérer, on se fait plaisir. Là, je peux écouter Bruno pendant des heures, je peux tous vous écouter pendant des heures, parce que c'est le plaisir, parce qu'à la fin, on se rassemble, on partage, on mange et on passe un beau moment, quoi. C'est ça qui On m'éclate. déguste. On déguste. Non, mais Et c'est- on a hâte pour On le a punch, hâte, là. c'est la Vraiment, convivialité. Mais non, mais On vient de manger de la confiture, de la pâte à tartiner, très bien, bravo, mais du punch. Alors, Géraldine, j'ai vu Oui. sur ton blog que Ouais. tu parlais de tendances culinaires. Ouais. Quelles seraient les 3 tendances culinaires à adopter là, en 2023 ? Local. En fait, alors c'est vrai que j'ai écrit un article de blog là-dessus, dans lequel je décris des tendances culinaires. Il y a des choses qui sont à la mode. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais plus ou moins à la mode en 2023. Les bocaux, la fermentation, il y a certains ingrédients, le CBD qu'on commence à voir un petit peu partout. Après, alors ça fait quelques mois que je l'ai écrit, c'est vrai que en fait maintenant avec le recul, si je réfléchis à ça, en fait pour moi il y a quand même 2 choses, et quand c'est quelque chose qui traverse vraiment tous les clients que j'ai pu avoir depuis 1 an que j'ai lancé Diane et Suzette. En fait, je pense que le maître mot, c'est pas fédérer, mais de mon côté, ce que j'ai vu moi c'est plutôt l'engagement. Et j'ai vu vraiment 2 engagements principaux, et ça chez absolument tous mes clients. C'était soit un engagement social, soit un engagement écologique. Et ça vient infuser en fait derrière la manière que les gens ont de travailler ou de cuisiner. C'est-à-dire l'engagement écologique, ça va avoir un impact sur la manière, sur les ingrédients. Est-ce que c'est local ? Est-ce que c'est bio ? Est-ce qu'on a des alternatives à la viande ? Est-ce que on utilise donc effectivement plus de légumes ? Les emballages aussi, souvent ça vient quand on fait du click and collect et tout. Et moi je vois énormément de plus en plus de gens qui se posent la question de comment je diminue au maximum les emballages, comment je me fournis localement. Donc il y a cet engagement écologique et il y a l'engagement social, sachant que l'engagement social, les gens ils sont les clients et les professionnels deviennent hyper sensibles à ce sujet-là. Comme c'est vrai qu'on a eu aussi MeToo qui est passé par là, on a eu un petit peu des petits scandales, puis les langues ont commencé à se délier, et c'est vrai qu'il y a des choses qui commencent à émerger pour que... Et le Covid, évidemment, qui est passé par là, les gens qui aujourd'hui disent on n'arrive plus à embaucher parce que les gens sont partis, et ils commencent à se rendre compte aussi que les gens regardent les conditions de travail dans lesquelles qu'on leur propose, ils regardent l'engagement RSE de l'entreprise, et ils regardent tout ça. Donc en fait, l'engagement social, c'est aussi une manière de pouvoir fidéliser son équipe, et c'est quelque chose que les clients vont regarder de plus en plus. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand on est client de savoir un petit peu comment sont traités les gens au sein d'un établissement, mais quand quelqu'un est connu pour son engagement social, c'est un vrai discours marketing pour le coup. Je pense, j'en ai déjà parlé, mais je pense encore une fois à un chef comme Éric Guérin, qui lui a aucun problème à recruter, et qui, pour le coup, cet engagement social est suffisamment connu et marketé, communiqué, pour que ça fasse venir aussi les gens chez lui, où on sait que chez lui il n'y a pas de sang sur le plateau, quoi. Enfin, les gens sont traités correctement. Après, on sait que ça reste des métiers quand même extrêmement difficiles. Il n'y a pas les mêmes conditions de travail que dans effectivement d'autres métiers qui sont notamment mon métier à moi, qui est beaucoup plus confortable. Mais voilà, c'est quelque chose que les gens regardent.
Ok, tu disais notamment, là je réfléchis, excusez-moi parce que j'écris en même temps ma conclusion, Ouais. qui n'est pas encore... Déjà non, pas du tout, non, j'anticipe. Je sais que moi j'ai un gros souci par rapport à quand je suis en mode traiteur. Ouais. On a un gros souci avec, tu disais justement, les contenants plastiques. Ouais. Contenants plastiques, les petites cuillères en plastique, versus les bocaux en verre. Et c'est vrai qu'on me demande de plus en plus de faire le verre, sauf que le verre, Ça casse. ça casse, Ouais. c'est lourd. Ouais. Enfin, typiquement, moi, pour un cocktail, j'ai 10 pièces. Si j'ai 10 pièces pour 40 personnes, tu vois, combien je vais amener de verre et après le laver? Enfin, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Donc, on essaye. Je sais qu'il y a une norme européenne qui est sortie, enfin, des injonctions européennes, mais écologie versus pragmatisme et praticité, tu vois, c'est aussi des enjeux sur Bah, bien lesquels il sûr. faut réfléchir en permanence. Mm. Et tu aides aussi là-dessus? Non. Pas du tout. Ah, mais c'est bien, c'est honnête. Quelque chose à dire, Yves. Non, mais je peux Elle lève le aiguiller. doigt, mais tu peux- Non, mais je peux J'adore. aiguiller. Mais moi, si tu veux, non, c'est pas. Après, essayer de chercher avec toi des fournisseurs différents, des gens qui vont pouvoir te fournir des choses qui sont recyclables, qui peuvent. Parce que je pense qu'il y a une dimension d'image aussi. Bien sûr. C'est-à-dire, si on te demande de faire du verre, c'est aussi parce que c'est plus Bien joli sûr. que des trucs en plastique. Et bon, je pense qu'il y Et a le ça. goût est pas le même. Hein. Hein. Le goût est pas le Ah même. non, mais le coup est C'est pas le vrai même. que De la même faut manière, reconnaître, voilà. de la même manière que j'ai voulu la dernière fois acheter les petites cuillères en bambou ou en bois. Ouais. Et ben on m'a dit clairement, bah le bois l'emporte. J'avais fait une crème brûlée au foie gras. Les gens Ah ont oui. pris et Il y ils a un m'ont goût. dit ça a gâché un peu. Ouais. Donc là encore, qu'est-ce Mm. que je réponds? Bah oui, mais j'ai essayé de faire parce que les cuillères en plastique on veut pas, mais on me dit que finalement ça altère le goût. Mm. Donc j'étais un peu bloquée. J'ai pas su quoi répondre. Mais Pour le après, coup. alors ça, moi, pour le coup, ça c'est vraiment une question derrière de fournisseurs. C'est-à-dire que bon, pour avoir été au CIRA à Lyon il y a quelques mois, il y a énormément de gens qui proposent énormément d'alternatives au Bien packaging. sûr. Ça, c'est des choses, si on travaille ensemble, moi, je peux aider. Mais moi, je vais plus intervenir sur, par exemple, toi, en tant que... quand tu fais un cocktail, comment je m'assure que, en fait, toi, ta marque, elle est visible à ce moment-là. Parce que, en fait, c'est aussi auquel les gens ne pensent pas forcément, c'est que toi, si tu as telle entreprise qui te contacte pour faire un cocktail, quelque chose, ou un dîner, un cocktail dînatoire chez eux, les gens qui viennent à ce cocktail, on ne voit pas forcément que c'est toi qui l'as fait. Et en fait, toi, tu loupes un petit peu ta visibilité, c'est-à-dire que tu es visible auprès de la personne qui t'a embauché, mais tu ne l'es pas auprès de tous les gens qui viennent consommer ce que tu as fait. Et tous ces gens-là, c'est potentiellement des clients potentiels pour toi un jour. Évidemment. Donc, on va plutôt travailler là-dessus. Le contenant, il y a une question d'image, donc on va pouvoir en parler. Mais moi, te dire aujourd'hui, est-ce que j'ai un fournisseur attitré ou un type de... Non, tu vois, ça c'est... Du coup, on va échanger, Virginie, Bien sûr. parce que du coup, on partage la même passion. Voilà, tu es traiteur comme Franzi. Et en effet, on a eu aussi ce problème-là d'emballage. Et en fait, on a radicalement tout changé. On fait vraiment des gros événements avec quand même pas mal de personnes. Et là, c'est vrai qu'on s'est tourné vers le verre. Et en effet, chaque petite verrine à laver, réessuyer, désinfecter, parce que c'est vraiment beaucoup. Bon, après, il faut voir aussi le côté économie aussi et anti-gaspillage. Bien sûr. Voilà, sur les emballages. On utilise aussi des emballages qui sont aussi recyclés, comme le bambou, comme les... voilà, parce que j'ai emmené des petits gobelets comme ça, voilà, ils sont pas en plastique. Alors les petits... Mais écoute, Voilà. c'est l'occasion, les petits gobelets. C'est voilà, peut-être l'occasion de déguster. Exactement. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en effet, il faut choisir aussi les emballages par rapport aux pièces cocktail aussi qu'on va préparer. Parce que oui, en effet, il y a Mais certaines c'est, en choses, fait, comme ce tu que dis, je le voulais bois dire, c'est une altère. vraie réflexion. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a C'est tout un évidemment travail, oui. de se dire, OK, il faut. Donc, ces Ouais. injonctions sociales, sociétales et ces enjeux écologiques. Et nous, derrière, voilà, d'y répondre en fonction de notre expertise et de, comme tu dis, Exactement. notre univers. Ah Donc, oui. c'est compliqué. Mais après, il faut le faire. Il faut passer par là. Et c'est ça aussi, les entrepreneurs, c'est de se réajuster en permanence. Mais oui, c'est vrai que la transition, c'est un enjeu. Hein. Parce que vous, de toute façon, pour les confitures, la question ne se pose pas. C'est forcément que du verre. Oui, nous, on a fait le choix effectivement d'aller vers que du verre, de par ce que je te disais tout à l'heure sur le goût. Mais il y a aussi le côté hygiène, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai ce que j'entends, c'est que voilà, c'est compliqué. Puis dès qu'on commence à enlever l'emballage unique, finalement, il y a une question d'hygiène qui se pose Bien sûr. derrière. Nous, on fait des petits pots en verre pour l'hôtellerie, etc., parce que c'est un usage unique, parce que on sait qu'il n'a pas été ouvert, parce que c'est une question de sécurité aussi pour le consommateur. Donc c'est vrai que, alors, il y a des enjeux, il y a des demandes. Maintenant, il va falloir y répondre parce que le jetable, finalement,
effectivement, c'était plutôt simple parce que tu mets ça et puis le consommateur, il est usage unique, il n'a pas été réutilisé. Si tu prends effectivement un verre ou un truc que tu viens, est-ce qu'il n'a pas été bien nettoyé? Est-ce que les bactéries sont bien... Voilà. Donc il y a aussi d'autres enjeux derrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer d'un coup quelque chose qui fonctionnait très bien au profit de quelque chose dont on ne connaît pas la teneur derrière. Donc effectivement, là on parle beaucoup d'écologie, on ne mesure pas forcément le nettoyage, l'eau utilisée, etc. derrière. Donc il y a vraiment à tout prendre en compte, je pense. Mais c'est vrai que c'est une demande. Nous, on a fait le choix effectivement du verre. On aurait pu travailler en couper le plastique, etc. C'est pas le même produit qu'il y a dedans non plus. Donc voilà, il y a un choix à faire effectivement. C'est recyclable, enfin le verre est recyclable, il en faut. De toute façon, si on rentre un peu dans la technique vite fait là-dessus, pour faire du verre, de toute façon, un four fonctionne 24/24 et il produit du verre quoi qu'on fasse. Donc si à un moment donné on ne l'alimente pas en verre recyclé, il faut le créer. Donc il n'y a pas le choix. Donc le recyclage est aussi une bonne chose. Donc on ne peut pas tout supprimer. Si on supprime tout, à un moment donné, il faudra de toute façon tout recréer à un instant T. Et donc ça consomme aussi plus de ressources. Donc le recyclage, donc voilà, le verre, le métal, le carton, tout est recyclable et tout est recyclé. D'ailleurs, on fait très attention dans nos choix de pouvoir utiliser effectivement un pourcentage de verre recyclé dans le verre qu'on utilise. Pareil pour le métal, le carton de forêt gérée durablement, avec effectivement un pourcentage de carton qui est recyclé dans le carton produit fini qu'on va recevoir, etc. Donc voilà, c'est des démarches que de toute façon nous mettons en œuvre dans notre démarche RSE. Et donc ça englobe beaucoup de choses. Enfin, voilà. En tout cas sur la partie emballage, ça englobe beaucoup de choses. Non mais c'est intéressant. Merci en tout cas de ces rectifications. Guillaume, je sais qu'on peut venir visiter ton épicerie. Oui, oui, on peut venir chez nous. Alors chez nous, c'est une ferme. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'agriculture. C'était la ferme de ma maman, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde, mais qui est toujours là dans les murs. Bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai repris cette ferme en tant qu'agriculteur. Et au-delà de ça, c'est ici qu'on a installé notre fabrique. Donc, le lieu est assez atypique. Il est exceptionnel évidemment et on peut voir une boutique. On a aussi un restaurant depuis un peu plus d'1 an maintenant. Super. Donc on a découvert les joies de la restauration. Quel milieu parfois compliqué mais tout aussi passionnant puisque là on régale au quotidien et ça j'adore. Et voilà, donc ce lieu est ouvert tous les jours du mardi au samedi précisément. Et moi, je vais préciser, ils font aussi des événements. C'est-à-dire que, grosso modo, pour les enfants ou d'autres choses, ils peuvent faire des dégustations, etc. Ouais. Donc, il y a des petites... je ne sais pas si vous faites de la chasse aux œufs ou choses comme ça, mais il y a des événements qui font que aussi en famille... Il y a des dates un petit peu sur lesquelles on peut se positionner. Donc Bruno est mieux qu'avec moi sur ma com. J'ai des conseils à prendre de tout le monde. Tu vois, Géraldine, je suis un bon client pour toi. Marketing, com. Oui, on organise 3 grands événements chaque année, on appelle ça des fêtes de la plaine parce qu'on est situé au cœur de la plaine de Versailles et à cette occasion, ça dure tout un week-end, il y a plein de concerts, il y a des animations pour les enfants, balade poney, des animations autour de la food évidemment avec des chefs par exemple. Et là, voilà, c'est un peu le temps fort, les 3 temps forts de l'année. Et la prochaine date, Bruno. Alors non, mais je dis ça parce que j'ai des amis qui, effectivement, ne connaissent pas Guillaume et ont fait cette manifestation avec leurs enfants. Ils étaient tout contents. Enfin, voilà, ils avaient gagné un petit truc. Ils ont pris des photos. Enfin, voilà, c'est très convivial. Voilà. 3, je viens de vérifier, 3 et 4 juin. 3 et 4 juin prochain, venez à la ferme. Super, très bien. C'est le moment de la fête des mères d'ailleurs. En effet. Et oui. En effet, on prépare à l'occasion effectivement plein de coffrets. Top. Ouais. J'essaierai de passer alors. J'essaierai de passer. Yves-Lise, tu vas nous vendre du rêve. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de spécialités créoles que Franzi propose aux clients ? On a faim là, il est 11h. Ça sent bon en tout cas. En train de servir, moi je suis à côté, ça sent très très bon. Donc oui, les spécialités du coup qui fait. Donc on est quand même gastronomie française et créole. Donc la cuisine vraiment c'est Franzi a été et moi aussi on a été bercés depuis tout petit dans la cuisine traditionnelle des Antilles, etc. Et Franzi a porté cette cuisine, cette bonne cuisine traditionnelle à un niveau raffiné. Donc il fait
Enfin, moi, ma pièce cocktail vraiment qui me marque et qui est toujours ma préférée, hein, c'est le lingot de foie gras avec la gelée de mangue par-dessus. Et, celle-ci, elle est super bien, super bonne. Et le petit blinis de saumon avec la petite mousse, avec le petit crémeux passion, voilà, qui passe tout seul. Ensuite, sur les pièces vraiment qui restent aussi typiques, comme le féroce d'avocat aussi en barque, voilà, petit cocktail de crevettes au piment doux, voilà, les petites choses comme ça qui fait, voilà, qui... Il y en a beaucoup en fait qui sont pas mal aussi. Et qu'est-ce que tu es en train de nous servir là? Je suis en train de vous servir du coup le petit planteur, voilà, donc qui est le cocktail à 12 degrés. Voilà, Ouais. qui est assez... voilà, Mais ça qui, nous fait pas peur, ça, commencer, Guillaume. Ça pour nous fait pas commencer peur. le décollage. Guillaume, il est concentré. Tu Je lis suis après. concentré sur Tu les... lis D'accord, après. sur les questions que tu vas nous distribuer. Voilà. On je les sèche retourne, déjà. Et pour faire... Et Et puis voilà. j'ai soif. Et pour vous faire un petit peu la différence, je vous sers voilà, le petit punch passion qui, lui, est à 30 degrés. Ah. Voilà, on commence par le planteur quand même. Bien sûr. Parce que du coup, si on fait l'inverse, vous allez me dire que mon planteur, il n'y a plus d'alcool Bah, dedans. ça va. On Alors, n'a pas des Bruno petits messages, était en train de regarder Je regarde l'heure, moi. 11h07. Ça va. Je me dis, C'est c'est bon, bon, c'est c'est là. bon, ça va. Acceptable. C'est validé. C'est acceptable. On n'a pas les Guillaume. petits messages d'alerte à consommer avec modération. À consommer avec Voilà. modération. Oui, exactement. Merci, Guillaume. Important. Oh, c'est Alors, du jus de fruits. Pendant qu'elle nous sert, je vous ai distribué 3 petits papiers. Ouais. Je vous laisse les lire et répondre. Avec anecdote ou pas. On fait aussi des cocktails sans alcool, hein, je tiens à le dire. Hein. Oui, merci de le Aussi, préciser. voilà, pour les enfants. Parce qu'eux aussi ne sont pas pu. Enfin, voilà. Alors, Guillaume, commence. Tic-tac, ça me rappelle, c'est ça, un média assez connu. Paris-Brest ou Saint-Honoré? Paris-Brest, je préfère la plage. C'est lourd. Viande crue ou poisson cru? Poisson cru. Pour moi, j'adore la cuisine asiatique. Et d'ailleurs, j'en consomme une fois par semaine. C'est un rituel avec mes 3 enfants et ma femme. Nous allons au japonais. Ok. Et béarnaise ou mayonnaise, tu sais, ça dépend du plat. Voilà. Merci, Guillaume. Géraldine? Alors, moi j'ai olive verte ou olive noire. Alors moi je suis plutôt olive verte. D'accord. Et en référence, j'ai vécu quelques années à Barcelone. Et c'est même olive verte fourrée aux anchois. Ok. Voilà, que j'ai Très beaucoup de bien. mal à trouver en France. C'est vrai. Mais c'est trop bon. Amaretto ou Grand Marnier? J'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. Ah, je pensais que tu allais dire Les deux. Non, moi dès que c'est un peu fort, j'ai du mal. D'accord. J'ai pas mal. On prendra ton rhum hein, si tu trouves que c'est trop fort. Non, ça c'est parfait. Ils sont super parfumés. Hein. Ouais. Voilà. Ça c'est parfait. Bon, allez, pour donner une réponse, j'aurais dit Amaretto. Ok. Parce que origine italienne, en référence à mon grand-père. Et d'ailleurs, noyau de Poissy ressemble Ouais. beaucoup à l'amaretto, c'est de la liqueur Ouais, d'amande. tout à et fait, C'est très tout à très fait. bon aussi. Mm. On Parenthèse. a essayé des biscuits à base de noix de Poissy. Ouais, c'est bon ça. Ouais. Alors, enfin, le noix de Poissy, oui, les biscuits, non. Ça n'a pas On n'y été est pas. validé. On n'y Ok. est pas arrivé. On réessayera. Et le 3e, Géraldine? Alors, vin blanc ou vin rouge, écoute, en général plutôt vin blanc. Je saurais pas te dire trop pourquoi. Après, c'est des questions de, voilà, de Ouais, et puis il y a des sensibilité questions culinaire. de, tu sais, le vin rouge. J'ai les dents un petit peu Ah oui. fines et le vin rouge, j'ai tendance à ça me grise les dents. Ouais. ça peut être une bonne réponse. Donc pendant ta date, tu vois, C'est tu ça. essayes de sourire à mort, t'as avec tes dents grises. C'est pas ça. C'est horrible. Alors, Yves-Lise, on va goûter là avant que tu répondes aux questions. Donc, on prend le petit ou le grand? Tu nous as Alors, dit. on prend le planteur avant, ouais, le grand. Le Donc, grand. c'est- grand. Ok, donc on y va. Et messieurs, dames, Ça c'est en vrai fait. que ça sent. Donc le planteur, c'est un mélange du coup d'orange, de passion, goyave, Oh là mangue, Très bon. avec le rhum et les épices. Mm. Voilà. Oh là là. Mm. Ah, moi, j'ai fait un Comme shot, épices. moi. T'as fait cul sec. Qu'est-ce qu'on a comme épices? Alors dans les épices, on a du coup de la cannelle, de la muscade, du zeste de citron vert, Mm. voilà, Super. un peu de vanille. Très bien. Voilà, après, il y a des secrets qu'on ne dit pas. Évidemment. Yves-Lise, je te laisse répondre aux 3 petites feuilles. Oui. Alors, zester ou mandoline. Moi, je vais dire zester, Bah oui, là, forcément. forcément. Voilà, avec Frandy qui est très zester. Eh oui. Je pense qu'il On y a est une obsédé. anecdote entre vous deux, non Ouais, ouais, sur on le est zester. obsédé par ça, ouais. Voilà. Citron vert ou citron jaune, je dirais citron vert. C'est avec le citron vert qu'on fait le fameux tiponche. Mhm. Donc, et en plus, on fait le punch citron vert en l'honneur du tiponche. Ah, Donc, vous allez le goûter tout à l'heure oh aussi. Donc, voilà, donc, pour On le va pas citron vert. repartir. Fraise ou framboise, forcément framboise. Alors là, j'explique, j'ai pas le punch framboise, mais du coup, Franzi l'a créé quand même. Voilà, on avait fait
Il était sorti en édition limitée. Alors, il ne voulait pas le faire. Le punch framboise, je lui ai dit, mais si, il faut vraiment, parce qu'il me dit, mais c'est pas très exotique, la framboise. Alors, on fait pas que des punchs avec des fruits exotiques, parce qu'on fait bien sûr le punch mangue ananas, on fait le punch ananas, on fait le citron vert, passion, voilà, qui est notre produit phare d'ailleurs. Et du coup, la framboise n'était pas très partant. Et comme je rejoins aussi ce que tu disais tout à l'heure sur la production locale, etc. Oui, en effet, on travaille beaucoup avec des produits locaux. On a un prunier chez nous qu'on va faire le prochain punch. D'ailleurs, ça va être les prunes. Hein. Mais pour les framboises aussi, on en a aussi dans le jardin, parce qu'on fait beaucoup du potager aussi à l'assiette, donc du potager aussi en bouteille de punch aussi. Donc pour les framboises, donc on l'a testé et ça a été vraiment un succès. Que j'ai même plus le punch framboise en expo chez moi. Super. Voilà, donc il va falloir que le ressorte très rapidement. C'est ça. Parce qu'il a vraiment fonctionné et c'était vraiment un succès. Top. J'ai de la framboise Voilà. dans mon jardin, si on peut s'entendre. Ah oui. Trouver un deal, je te fais de la framboise. Voilà. On Tu dit vois, un c'est petit ça peu que de je breuvage. fais Très bien. Voilà, sans problème. C'est très intéressant, oui, parce que Bruno, voilà. à toi. Alors, donc, écoute, je vais essayer de faire dans l'ordre. Entrecôte ou bavette? J'aurais dit entrecôte. J'ai pas d'anecdote particulière sur le sujet, Non, mais mais c'est tu réponds le comme ça, côté du tac au goûtu. tac. Et en plus, pour aller avec une bonne entrecôte, il y avait soit Bordelais, Bourgogne ou Alsace. Alors, j'ai envie de dire, pour l'entrecôte, j'aurais pris Bordelais. Et t'as pas mis Côte-du-Rhône dedans. Oui, c'est vrai, j'ai pas tout mis. Et de plus en plus, j'apprécie les Côtes-du-Rhône. Mais bon, voilà, le Bordelais, plutôt pas mal. Puis en plus, je me suis marié dans le Bordelais. Donc, comme quoi, tu vois, c'est une région de prédilection. Et ensuite, chocolat blanc ou chocolat noir? Alors, chocolat noir, parce que le chocolat blanc, pour moi, c'est pas du chocolat. C'est ça, voilà. mais voilà. Tous la même réponse. Il y a un Ça débat, n'empêche là. que j'en mange beaucoup parce que j'adore ça aussi, mais chocolat noir parce que effectivement on peut avoir différentes saveurs, différents pourcentages aussi qui vont faire varier le goût, donc plutôt chocolat noir. Ouais. Ok. On peut goûter la deuxième petite fiole. Ah oui. Alors, Du coup, là, dis-nous. on passe là sur le punch passion. Voilà, pour la transition du planteur au punch passion. Là, vous allez voir que c'est beaucoup plus fort. Voilà, que le planteur. C'est pour ça que j'en ai mis un petit peu moins d'ailleurs. Très bon. 32, hein, tu disais. Non, plus. Non 30 En plus, degrés. Ouais. 30. Voilà, 30 degrés d'alcool. Voilà, ça s'assimile vraiment un peu au rhum arrangé en fait. Mhm. Donc le rhum arrangé, vraiment, on fait aussi du rhum arrangé. C'est un procédé de macération et le punch, c'est un procédé de cuisson. Voilà, c'est la différence. Merci. Voilà. Il y a du poivre dedans? Non. Ah, je le sens poivré. Je suis Oui. la seule à sentir Piment, poivre. gingembre. je suis Qu'est-ce d'accord. qu'il fait? Ouais. C'est Ça, c'est du- c'est avec, c'est avec les épices. Ouais. Voilà, qui corse un peu la passion. Top. Génial. Merci beaucoup. Très bon. Voilà. Très bon. Alors, j'ai deux petites questions subsidiaires pour vous. Alors, vous continuez la phrase, s'il vous plaît. Pour moi, cuisiner, c'est... Partagé. Fédéré. Ça peut être une phrase aussi, hein. Iblis. Oh là là, il a pris le mot partager. C'est moche. Ah ouais, Ouais. je suis Tu as content volé d'avoir Il me commencé. l'a volé. On peut commencer dans l'autre sens. On va commencer par moi. Oui, c'est la convivialité. Ouais, c'est partager un bon moment. Oui. Très bien. Et l'autre question, quelle est votre définition de la passion? Cuisiner. Parce que le podcast s'appelle Passion sans modération, donc c'est mon mot-clé. Donc, la passion pour toi, Guillaume, c'est... C'est pas un blanc, c'est de la réflexion, ce temps Si les autres d'attente. sont inspirés, je vous en prie, hein. Non, la passion pour moi, alors, quelque chose de personnel, c'est toute ma vie. Parce que je me suis aligné, accordé, ce que je fais, c'est dans la continuité, professionnellement, c'est dans la continuité de ce que je suis. Et ça, pour moi, c'est donc essentiel. Alors, voilà, passionné, c'est un tout pour moi, mais c'est surtout ce que je pourrais conseiller à tous. Puisque, Tu conseilles d'être passionné? je conseille d'être passionné, de vivre de sa passion, d'aller au bout de sa passion, parce que quand on fait ça, en fait, on vit pleinement, on vit très heureux. Et voilà ce que je peux dire. Mais j'adore la réponse. Génial. Géraldine? Moi, je le vois comme une énergie, en fait. Je pense que quand tu touches quelque chose qui te passionne, tu as quelque chose qui se crée en toi, tu as une énergie qui naît. Tu ne saurais pas expliquer d'où ça vient, tu ne saurais pas expliquer comment, mais les choses se font sans effort. Et en fait, c'est ce qui te permet de générer de l'énergie par rapport à d'autres activités que tu peux faire qui ne te passionnent pas, qui, elles, viennent t'en manger, en fait, ou te fatiguent.
la passion, c'est ce qui vient te nourrir. J'adore. J'adore aussi. Yves-Lise ? Oui, je vais rejoindre aussi à ce que vous dites. La passion, c'est vraiment ce qui nous anime. C'est ce qui nous fait aussi avancer. Malgré, on peut avoir toutes les difficultés, tout ce qu'on a traversé avec cette période pas sympa dernièrement. Si on n'était pas passionné, je pense qu'on ne serait pas encore là aujourd'hui. Donc non, moi je pense que c'est vraiment ce qui nous anime et ce qui nous fait vivre en fait, réellement. Nous, on vit de notre passion, donc voilà. Bah, Ça, c'est la magie en fait. Exactement. C'est tout. Honnêtement, c'est tout ce qui compte, quoi. Bruno ? Je suis le dernier à passer, donc forcément c'est plus compliqué. On va dire que c'est un cocktail de tout ça. La passion, effectivement, je pense que quand on fait pas les choses avec passion, on les fait un peu sous contrainte. La passion nous aide finalement à nous dépasser aussi, parce que comment dirais-je, il y a des moments difficiles, et c'est vrai que si on fait pas les choses avec passion, ça va vite être difficile. Donc, et puis quand on fait quelque chose avec passion, on veut le transmettre aussi, je pense, aux gens. Aux autres, quand on fait ça dans nos produits, là on voit bien avec les cocktails, le planteur, etc. On a vraiment quelque chose de bon, et ce qui se fait avec passion est forcément, à mon avis, bon, parce qu'on va y mettre l'énergie nécessaire à ce que derrière, ce qui nous passionne, finalement, on arrive à le transmettre aux autres. Donc c'est vraiment aussi une question de transmission, la passion, je pense, là-dessus. En tout cas sur la food, si on reste sur le sujet. Merci. Je peux ajouter quelque chose. Bien sûr, Guillaume. Je ne sais pas si c'est peut-être le seul ou l'un des rares où je n'ai pas connaissance d'autres secteurs où il y a autant de passion. J'ai l'impression que tu ne peux pas cuisiner, tu ne peux pas faire ce qu'on fait si tu n'es pas passionné. C'est vrai. Et alors c'est extra parce que chaque jour on régale nos consommateurs, on se régale nous-mêmes aussi, mais surtout on fait partie d'un secteur d'activité où il n'y a que des passionnés. Quand vous faites le salon de l'agriculture, par exemple, Bien ou sûr. même le salon, le CIRA. CIAL, même le CIRA, Le CIRA. voilà. Formidable. Tu n'as que des gens C'est passionnés. Alors, je ne vais pas critiquer les autres secteurs, mais j'ai pu faire d'autres salons. Je ne trouve pas la même, Je suis d'accord. tu vois, la même émotion, quoi. Exact. Voilà, Bah c'est oui, ça mais- qui me Mais parce que la qui me cuisine passionne. est remplie d'émotions. Oui. Déjà. Oui, madame, Donc, est remplie de cœur. effectivement. Voilà. Donc, ça Faut parle. écrire, là. Faut écrire. Alors, je vais être obligée de conclure. Ah, Je suis Déjà. Mais oui, déjà. Alors, ma petite conclusion que j'ai écrite, là, comme ça, au fur et à mesure de mon inspiration, parce que c'est vous qui m'avez beaucoup inspiré. Toutes et tous, vous êtes fans d'une alimentation réconfortante et rassurante. Vous avez exprimé vos convictions sincères, indispensables pour mieux vivre, mieux être, mieux manger. Vous avez valorisé un savoir-faire, un terroir. J'ai adoré écouter votre discours, votre expérience, votre engagement, votre passion. Merci Géraldine. Merci Bruno. Merci. Merci Yves-Lise. Merci Guillaume pour cette belle connexion matinale et surtout, vive le fait maison authentique. À bientôt. merci. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!